Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus pour ce premier épisode d'Overtime dans l'année 2023. On avait marqué une petite pause depuis la fin du mois de décembre pour récupérer nos émotions, festoyer un petit peu. L'occasion aussi avec Jérôme Beuchat, salut Jérôme, qui m'accompagne aujourd'hui, de vous adresser tous nos meilleurs vœux au nom de l'équipe MySports pour cette nouvelle année. Qu'est-ce qu'on souhaite? Plein de buts, plein d'émotions, la santé aussi, mais au niveau hockeyistique, des bons matchs, de belles choses, de magnifiques playoffs et puis un magnifique champion, Roman, si possible à la fin, c'est ça qu'on dit? Ah bah c'est bien parti pour l'instant avec Genève et Bienne qui sont aux deux premières places. Hein. On peut rêver. On n'est pas faux. Avec toi Jérôme, bien sûr, on va passer en revue toute l'actualité des clubs romans. De National League, il y en a 5 qui seront décortiqués dans ces prochaines minutes. On rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous poser vos questions, on est là pour ça. N'hésitez pas à adresser vraiment toutes les interrogations qui vous occupent, préoccupent peut-être en ce moment. Cet épisode sera aussi rediffusé sur les plateformes de podcast et sur YouTube quelques minutes après ce live, donc pour le réécouter ou l'écouter comme vous le voulez, il n'y aura aucun problème. Et on va commencer, Jérôme, non pas par parler d'un club roman, mais par parler d'une nouvelle norme apparemment, je crois, qui se met en place en 2023. C'est la thématique brûlante de l'actualité du moment. Est-ce que, et je te pose la question, Jérôme, marquer des triplés est devenu maintenant une norme tout à fait normale depuis le début de l'année? Apparemment, c'est le cas. Déjà 8 en 2023. Il y en avait eu 7 de septembre à décembre 2022. Et puis là, on est le 9 janvier et il y a déjà eu 8 hat-tricks, dont 2 de Tchervenka. Deux triplés en 2 matchs. Il y a eu le triplé d'Untersander pour un défenseur, c'est pas courant. Alors l'année passée, il y a déjà eu par exemple Gernat et Glauser comme défenseurs qui ont fait des triplés, mais c'est peut-être la norme, ou alors c'est les équipes qui se sont mis d'accord. Dès qu'un joueur a mis un but, on lui fait marquer le deuxième puis le troisième. Je sais pas trop, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Tu es d'accord que c'est quand même quelque chose qui... normalement c'est rare. Ouais. Qui est plutôt rare sur une saison, peut-être entière, une dizaine de triplés. On est déjà à 15 sur la saison qui est vieille que de 34-35 matchs. Et c'est clair qu'avec l'arrivée peut-être de 6 étrangers, on aurait peut-être des sacrés snipers qui sont venus dans notre championnat, mais quand même, je veux dire, c'est devenu tellement normal là depuis le 1er janvier que ça m'a surpris et que je voulais qu'on en discute clairement, parce que c'est vrai qu'un doublé de temps en temps, régulièrement pour certains joueurs, les snipers, les meilleurs buteurs des saisons dernières, Stransky, Hoffman, ont l'habitude d'enchaîner, mais des triplés comme ça, tu as cité, mais il y a encore eu Jacob Delarose, André Heim qui sont allés de leur triplé. Comment t'expliques peut-être ça de manière un petit peu plus profonde, que là, début d'année, est-ce que la pause a tellement donné faim à certains joueurs qu'on ne choisit plus la passe, on tire maintenant? C'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça. Écoute, y a des joueurs qui sont en forme, c'est peut-être aussi la loi de la moyenne, cher à Stéphane Rochette. On n'a peut-être pas eu beaucoup de triplés avant Noël, ils sont tous venus maintenant, c'est possible aussi. Tu as parlé des étrangers, c'est vrai qu'il n'y a que 3 Suisses qui ont réalisé des triplés. Il y a Untersander, il y a Heim et il y a Marchini, les 3 en ce début d'année. Sinon tous les autres, c'est vrai que c'est des joueurs à licence étrangère, donc ça fait peut-être aussi ça. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que ceux qui font des triplés, c'est des joueurs dominants de leur équipe. C'est pas le 13e attaquant qui a fait un triplé, c'est pas le gars du 4e bloc, c'est vraiment des joueurs dominateurs. Par exemple, il y a eu le triplé d'Olofsson, bien qui était mené par Cloton, puis il s'est peut-être dit il faut que je prenne le match à mon compte, je me sens bien, je suis en forme, j'ai la confiance, et puis il y a allé de son triplé aussi. Bon, il y a un joueur qui est encore au-dessus du lot. C'est Ruotsalainen. Ruotsalainen, lui, il en avait marqué 4 le 19 novembre contre Bienne. Là, on tient grosse vraiment soirée. encore... c'était une grosse soirée. Mais l'année passée, si je me trompe pas, il n'y a pas eu 5 buts de Stransky à vérifier. Il me semble qu'il y a eu un quintuplé l'année passée. Mais enfin, il y a des soirs comme ça, avec un peu de chance, où il y a tout qui rentre. Comme Untersander qui fait son triplé. Le premier but, il entre dans la zone, il continue l'action comme un attaquant, puis il se retrouve au rebond. Le deuxième aussi, et puis le troisième, c'est un dégagement depuis son camp qui va dans la cage vide. Donc des fois, il faut être au bon endroit au bon moment, un petit peu de chance. Et puis c'est cool pour ces joueurs. Franchement, on voulait vous le relever, parce que c'est quand même pas conventionnel de voir autant de buts du même joueur dans un match. Et on voulait commencer ce petit clin d'œil dans Overtime, épisode 14.
On commence l'actualité des clubs romans. Allons-y. Allez, on commence par le leader de ce championnat, à savoir Genève Servette. Ouais, Genève Servette, une semaine à 3 matchs, 7 points. Une défaite au pénalty à Davos, victoire contre Lausanne. Et puis cette victoire 7-5, incroyable. 7 buts marqués à l'extérieur contre Berne, contre un match qui était assez fou. Sans Artikainen, blessé. Le match contre Berne, sans Phil Poula non plus. Et un Genève qui nous impressionne un peu parce que quand Vatanen s'était blessé au mois d'octobre, on avait dit « Ouh, un défenseur qui manque, un étranger défenseur qui manque à Genève, ça va être compliqué. » Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça n'a pas été compliqué du tout pour Genève. Non, Ils ont su gérer. Pas après l'absence, parce que le coultre est monté. Voilà, Carrère qui a aussi pris des responsabilités. Après, il y a eu un temps la blessure de Desclous. On avait dit « Ouh, ça va être compliqué, Robert Mayer, d'enchaîner les matchs et tout. » On n'a pas vu de différence. Artikainen qui se blesse, on a dit « offensivement, ça va être compliqué, surtout sur le powerplay. » Il y a Joris qui est venu sur le powerplay, il a fait un festival. Et puis même sans Phil Poula, il marque 7 buts. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire que ça aille mal à Genève ? Bon, ils ont quand même eu une moins bonne période, on en a déjà parlé dans les différents derniers podcasts. Mais c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est qu'ils ont toujours su garder la place de leader. Ils ont été inquiétés à un moment donné où Bienne est revenu à hauteur, où Zurich, au nombre de points par match, menaçait aussi peut-être ce trio de tête et l'organisation qui est faite depuis le début de la saison. Mais ils ont toujours retrouvé les ressources nécessaires, des motivations, on va dire, de revenir et de signer des victoires. Il y a eu 4 en 10 pendant un moment. C'est vrai que ce n'était pas le rendement sur lequel ils nous avaient habitués en début de saison. Là, tu sors d'un week-end, tu viens de battre 4-2 Lausanne vendredi et tu vas gagner 7-5 à Berne en étant mené 3 à un moment donné dans la rencontre, 3 à Berne face à une équipe qui tourne très bien en ce moment. C'est pas facile. Ils ont mené 4-3 la première fois du match en début de troisième période et ensuite ils ont joué un petit peu au chat et à la souris avec les Bernois dans un superbe match qui était vraiment très plaisant à suivre. Mais tu l'as dit, on a cette facilité, on va dire, d'interchanger les postes assez facilement parce qu'il y a de la profondeur dans l'équipe. Parce que quand tu as Artikainen qui manque, tu peux monter Joris dans l'alignement. Joris, qui était le centre de ton quatrième bloc, devient un joueur qui n'a pas perdu son hockey comme ça en 2-3 semaines. Il le montre. Il a 5 points. 5 points en 2 matchs pour lui. Et puis, ouais, mais maintenant, il y a peut-être le revers de la médaille. Parce qu'au moment où Artikainen va revenir au jeu, qu'est-ce que tu dis à Joris ? Je pense tu le ressors du powerplay alors qu'il a été super bon, ou tu le laisses, puis du coup tu mets pas Artikainen, mais Artikainen a dit ouais, mais attends, avant ma blessure, j'étais là, je suis un des leaders. Pour Cadieux, en fait, et c'est l'impression que j'ai depuis le début du championnat, en fait, Cadieux, il a pas seulement le rôle d'entraîneur de Genève, il a plus un rôle de manager en fait. Il doit essayer d'un peu contenter tout le monde, puis en même temps garder cette place de leader, puis en même temps faire que l'équipe gagne, ne pas frustrer des gens même s'il est obligé d'en frustrer. Et pour le moment, ça fonctionne super bien. En tout cas, en apparence. Après, on n'est pas dans le vestiaire. Il y a peut-être des joueurs frustrés, mais quand tu es premier, forcément, tu ne le dis pas. La discussion doit être très claire dans le vestiaire, en fait. De dire à Joris, ça fonctionnait très bien avant, quand tout le monde était en santé et que c'est l'alignement que j'avais choisi, que tu évolues plus bas dans l'effectif. Tu as une promotion, profites-en. Ça peut que être bénéfique de se rassurer pour la fin de saison aussi, de pouvoir compter sur des blessés qui peuvent arriver aussi et de se dire, voilà comment on pourrait manœuvrer. Quand tout le monde sera en santé, Joris va redescendre. Ou alors tu peux toujours mettre Tanner Richard aussi centre de la quatrième, puis laisser peut-être un petit peu plus de responsabilité à Joris. Mais c'est un problème de luxe, Jérôme. C'est un problème de luxe. Et puis c'est comme tu l'as dit, si tu arrives en play-off, puis que tout à coup, sur 1 ou 2 matchs, en quart de finale par exemple, ton powerplay ne tourne pas, tu peux dire attends, en saison régulière, j'avais mis Joris à la place d'Artikainen, j'avais fait ces changements-là, et ces changements-là, ça avait marché. Donc en fait, il teste des solutions à la limite, mais il fait pas exprès puisqu'il y a des blessés, donc il est obligé de changer et ça lui donne du coup plusieurs cordes à son arc. Donc c'est tout bénef. Tant mieux qu'il y a des moments difficiles pour Genève par rapport à son début de saison. Ils sont allés chercher de trouver des réponses entre eux et sur la glace parce que le match contre Lausanne était aussi d'un très très bon niveau. Lausanne qui a réagi ce week-end, on en parlera d'ici quelques minutes. Donc il fallait le gagner ce derby contre le voisin et à Berne ils ont sorti tout un match aussi. Donc preuve que il y a du caractère et du répondant dans cette équipe. On se lasse pas. On se prélasse pas sous le soleil là tout en haut du classement non plus. Non, il faut pas. Puis il y a eu les débuts de Yohann Auvitu.
le défenseur français. 7 tirs cadrés sur les 2 matchs, ça fait une moyenne de 3,50. Il est plus haut que tout le monde, alors c'est sur 2 matchs. On est d'accord, Martikainen par exemple, il est à moins de 3 tirs cadrés par match depuis le début de l'année. Donc est-ce que c'est un défenseur vraiment très offensif ou est-ce que c'est le contexte de ces 2 matchs qui a fait que? Mais en tout cas, il a plus de 19 minutes de moyenne sur les 2 matchs. Donc des bons débuts pour Johan Ovitu avec un assist. Disons qu'on est allé chercher un CV très solide. Oh oui. On peut faire confiance à Marc Gauci et à toute l'équipe genevoise pour renforcer l'équipe en vue de la fin de la saison, parce qu'on a aussi appris que Vatanen reviendrait peut-être que début février, alors qu'on parlait peut-être de janvier avant, mais au départ. On n'a aucune raison de brusquer le retour de Vatanen. Et avec Ovitu, on se donne la possibilité d'avoir un joueur qui a quand même bien parcouru l'Europe, mais qui a aussi joué en Amérique du Nord. Il a quand même un sacré CV, si vous regardez. Il a joué en Finlande, il a joué en Suède, en KHL, en NHL, international, bien sûr. Donc, on sait ce qu'on a engagé, la valeur. Et si tu regardes un petit peu ses statistiques, c'est un défenseur plutôt à vocation défensive. Il a eu par moments, des bonnes saisons. En Finlande, il a fait une fois 25 points, mais c'est quand même un trait de caractère différent des 2 autres défenseurs étrangers que tu as jusqu'à présent sous contrat, selon moi. Ouais, c'est un profil que Genève avait pas forcément. Donc ça fait encore une corde de plus à l'arc, parce qu'en play-off, par exemple, tu auras 3 défenseurs étrangers, suivant si tu es mené, si tu n'es pas mené, si ça joue physique, si ça joue rapide, s'il faut plus défendre, plus s'attaquer. 3 défenseurs étrangers. Tom Ernest sera titulaire, mais après tu peux changer entre Vatanen et Ovitu. Et surtout, on ne sait pas comment va revenir Vatanen. Est-ce qu'il va revenir à son excellent niveau de début de saison? Est-ce qu'il aura besoin d'un temps d'adaptation? Est-ce qu'il va revenir avec une gêne? Pas de gêne. Et là, comme tu l'as dit, tu mets pas de pression sur Vatanen. Maintenant, tu peux vraiment dire à Vatanen, écoute, même s'il te faut encore 10 jours de plus ou 2 semaines de plus, on n'a pas. Bon, ils n'avaient déjà pas besoin de lui depuis octobre, puisque ça tournait bien. Mais là, tu mets absolument aucune pression sur ton défenseur. Donc ça, c'est aussi un plus pour Genève, qui a les moyens d'engager Ovitu. Donc autant le faire. Ouais, on va voir un petit peu les différents commentaires du chat, hein, vu que ça réagit. Pensez-vous que l'engagement d'Ovitu et d'autres étrangers à Berne ou Ambry soit une vraie polémique et donne une mauvaise image du championnat suisse? Enfin, quand il parle peut-être d'autres étrangers, on parle de ces joueurs un peu plus à polémique, mais bon, je crois qu'il y a eu assez de papiers écrits dans la presse écrite pour revenir dessus, mais les équipes maintenant laissent un petit peu leur état d'âme et leur mauvaise conscience de côté pour avoir des résultats. C'est tellement important de remplir tes patinoires et puis d'aller chasser ces playoffs pour aller le plus loin possible. Ça s'est toujours fait comme ça, même quand il y avait avant 4 étrangers maximum par équipe, il y avait 8 licences possibles. On a toujours vu des équipes en janvier, à la pause de décembre, en janvier, en février, ou même juste avant les playoffs, engager des étrangers. Donc maintenant qu'on est passé à 6, ça se fait aussi. Vous verrez en début de playoff, toutes les équipes auront 7, 8, même 9 étrangers. Ça s'est toujours fait comme ça. Bon, certains en ont déjà 9. Certains en ont déjà 9, ouais. Mais je veux dire, ça a toujours été comme ça. Même en Swiss League, où il y avait 2 étrangers, combien d'équipes qui voulaient absolument le titre de Swiss League commençaient les playoffs à 3 ou 4 étrangers? Ça a toujours été fait comme ça. Donc c'est normal que ça continue, puisqu'ils en ont la possibilité. Il y a 10 licences étrangères, hein, si je ne me trompe pas, cette année, donc sur 6 étrangers. Donc les clubs vont commencer les playoffs avec 7, 8, 9 étrangers. Ouais. Il y a Nicolas Maté qui nous fait remarquer que Joris était déjà sur le pipi, mais sur la deuxième unité. Oui, sur la deuxième, puis il est monté sur la première, c'est vrai. Beaucoup de temps de jeu. Didier Krebs qui nous dit quel joueur ce Joris. C'est vrai qu'on a eu presque tendance un petit peu à l'oublier, parce qu'il était moins en vue offensivement. Il faisait son job dans la 4e ligne, mais c'est pas le même travail que quand tu joues avec d'autres garçons dans les 2 premières unités. Hein. Oui, et puis il n'est pas forcément mis en lumière sur cette 4e ligne, parce que c'est vrai que quand tu es avec Omar, par exemple, qui peut te distiller des passes absolument sublimes. D'ailleurs, des fois, je me demande s'il n'y a pas que Omar qui aurait pensé à faire une passe là et qu'il l'a réussi, un peu comme Tchervenka
d'ailleurs, bah forcément, Joris, il est mis en lumière. Il est sur le premier pipi. En plus, il a mis 2 buts. Il a fait 3 assists. Donc, mais tant mieux pour lui. Hein, tant mieux pour lui. Rod a remarqué aussi. Oui. Bon pour lui. Praplan est peut-être un petit peu moins en vue, mais là, il y a Ismax qui nous dit que malgré le nombre de buts quand même assez conséquent de Genève sur le dernier match, il y a toujours un Bertagia qui n'y arrive pas. Ça, c'est quand même un petit peu l'énigme de la saison à Genève. Bah écoute, Genève n'a pas le même style de jeu que Lugano. Donc est-ce que Bertagia n'arrive peut-être pas dans ce style de jeu? Il est peut-être pas assis non plus dans la même chaise qu'il avait à Lugano, parce que j'avais l'impression qu'à Lugano, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'était un joueur majeur de Lugano. Il mettait de la vitesse. Beaucoup de vitesse, il mettait de la vitesse sur le côté, très inconstant. Mais il faisait ses 20 points par saison. Oui, mais là j'ai l'impression qu'à Genève, on joue pas comme ça. On n'a pas besoin de joueurs qui vont très vite sur les côtés. Bienne joue comme ça, avec des ailiers qui vont très vite. Genève, ils ont un autre style de jeu. Alors est-ce que Bertagia, tout à coup, c'est pas encore fondu dans le système genevois? C'est pas impossible. Hein. Bon, Genève sort d'un week-end avec 2 succès. Oui. Quel est le programme pour voir si on se projette un petit peu dans les prochains matchs, Jérôme, de cette semaine? On parle de Lugano, c'est vendredi. Genève-Lugano. Et puis samedi, un déplacement pour un match au sommet. Genève qui va à la Swiss Life Arena rencontrer les ZSC Genève. Ça pourrait peut-être avoir déjà le parfum de play-off, parce que tu as peut-être envie de marquer ton territoire et puis peut-être de dire à l'adversaire, écoute mon coco, si on se retrouve en demi ou en finale, eh ben, regarde ce qui t'attend. Donc ça peut peut-être avoir des étincelles samedi soir. On suivra ça. En tout cas, c'est le programme de Genève pour cette semaine. On passe dans l'ordre du classement. On va descendre pour ce podcast de reprise et on va passer à l'actuel 2e de la hiérarchie. Le HC Bienne qui est 2e, Jérôme. Une victoire, une défaite ce week-end. Perdu 4-3 à Ambry en prolongation. Gagné 5-4 contre Cloton en prolongation. Tu as commenté ces 2 matchs. Je crois que tu es le mieux à même de nous expliquer un petit peu comment Bienne est passé un petit peu par tous les états d'âme ce week-end. Ouais, le public aussi, les commentateurs aussi. C'est vrai que c'est pas fréquent. Bienne contre Cloton vendredi, qui domine outrageusement le début de match, qui n'arrive pas à marquer. Sur sa première occasion, Cloton marque. Et puis ensuite, Cloton qui mène 4-1. Stupeur générale, il n'y a plus un bruit dans la Tissot Arena. Tu vois les joueurs qui rentrent au vestiaire la tête basse. Puis tout à coup, tu as ces 5 minutes de folie où Bienne met 3 buts en un peu plus de 5 minutes. T'arrives à 4-4. Est-ce que ça vient pas une caractéristique biennoise quand même? Je sais pas, mais ce qui était incroyable, c'est qu'il y a 4-4, ensuite il y a la fin du 2e tiers, donc avec les collègues on commence à discuter, et puis on a tous le même sentiment, c'est que Bienne a joué le 2e tiers comme s'il restait 5 minutes à jouer dans le match en fait. T'as l'impression qu'ils avaient envie d'égaliser directement, ils égalisent un peu plus de la mi-match, et puis ensuite c'est un autre match qui commence à 4-4. De 4-4 après 40 minutes, on pourrait s'imaginer que ça allait finir 7-7. Ouais, mais même 4-4 après 33-34 minutes, quoi. Puis t'as vraiment l'impression qu'il y aura des buts, mais t'as surtout l'impression que Bienne va gagner 8-4. Parce qu'ils en mettent 3 en 5 minutes. Ils sont partis. Tu te dis, ils sont partis. Puis après, il y a ce 3e tiers qui est beaucoup plus tactique. Peut-être que Bienne est fatigué aussi avec tous les efforts qu'ils ont donnés dans le 2e. Et puis ils vont gagner aux prolongations, triplé d'Olofsson. Et puis ils remettent ça le lendemain. Ouais, mais tu peux quand même pas jouer de cette inconstance crasse depuis quelques matchs. Hein. On va en parler demain soir en studio un petit peu de comment Bienne est très peu devant mais fait ses points. Tu l'as dit pour vendredi, mais samedi ça a recommencé. Ambry était pas bon. Bienne était encore moins bon. Bienne n'était pas bon mais non plus. Mais il y a 3-0 quand même pour les Levantins. Ouais, alors 3-0, c'est 2 buts à 5-4. Efficacité maximum en powerplay pour Ambry. Il y a eu ce but malheureux pris par Simon Ritz, Bienne qui a 5-4. Et dans cette action, il n'y a rien qui va. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais allez les revoir sur les highlights. Il y a un puck perdu à la bleue par Brunner qui est mal servi. Puis ensuite, il y a une incompréhension. Brunner-Yakovenko. Il y a Simon Ritz qui sort, et puis pendant ce temps-là, il y a Tsverger qui se faufile, qui arrive à pousser le puck. Il n'y a rien qui va. Mais bon, vaut mieux prendre une fois un but comme ça. Mais on dit qu'il y en a quand même quelques-uns par an et des buts de gag, mais celui-là, je crois qu'il a la palme pour l'instant. Ouais, celui-là, il est pas mal. Si on se met côté biennois, il y a tout qui est à l'envers, en fait. Allez le revoir. Il y a tout qui est à l'envers. Il y a 3-0 pour Ambry après
2 tiers. Puis là, honnêtement, tu te dis, bon, bah, bien, ils sont 2e au classement. Ils n'ont pas forcément besoin de points actuellement. Ils sont à l'extérieur. Ils vont lâcher. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie le soir d'avant pour revenir contre Cloton. Ça sera un 3e tiers de remplissage. Eh bien non. Tout à coup, tu as la machine biennoise qui se remet en marche. Je ne sais pas ce qu'a dit Antti Tormanen dans le vestiaire. Je ne sais pas ce qu'il leur a donné à boire ou à manger. Mais tout à coup, tu as Bien qui arrive avec les passes qui arrivent dans les cannes, de la vitesse, tout ce qu'ils n'ont pas montré durant 40 minutes. Et puis ils reviennent à 3-3. Puis après, bon, bah, c'est les prolongations où Ambry est très très fort en prolongation cette année. Et puis Haim qui vient crucifier Ritz pour son triplé. Mais quand même, depuis le début de la saison, on a quand même commenté les 2 des matchs de Bienne. C'est pas la première fois. Ils ont fait 3 scénarios fous dans les 4 derniers matchs, mais c'est quand même une constance où Bienne joue pas de même manière sur 60 minutes. Il y a quand même qu'on est 2e du classement, encore des choses à travailler puis améliorer. Ouais, mais Étienne Froidevaux me disait à l'interview que eux non plus ils savent pas pour l'instant pourquoi ils jouent comme ça en fait. Je sais pas si c'est de la concentration, si c'est peut-être je sais pas. Honnêtement, il y a pas de réponse. C'est bien beau de le faire au milieu de la saison régulière, mais quand tu seras en play-off, tu peux pas te permettre de commencer tes matchs en perdant 2 ou 3-0 contre des adversaires qui seront c'est ce que je voulais dire sans être méchant contre Cloton et Ambry, c'est Cloton et Ambry. Je pense que si tu perds 4-1 au début du 2e tiers contre Zoug, ça m'étonnerait que tu arrives à leur mettre 3 buts en 5 minutes. T'arrives une fois sur 100, mais c'est pas le même ratio, c'est une certitude. Mais on fait des points quand même, on continue d'avancer, même s'il y a une petite différence qui se fait maintenant avec Genève, puisqu'il y a 4 points d'écart entre les deux. On a toujours Zurich qui est proche, et puis derrière encore Rapperswil qui commence aussi à lorgner un petit peu sur ce podium de National League. Il n'y a pas de grandes inquiétudes. Olofsson a montré qu'il ne fait pas beaucoup de bruit. D'ailleurs, certains supporters m'ont dit lors des derniers déplacements que j'ai fait à Bienne, mais il n'est pas incroyable, il n'est pas tout feu, tout flamme. Alors oui, il n'a pas le maillot de top scorer, je suis d'accord, on le voit peu, mais quand il a une action, Olofsson, excuse-moi, c'est but. Ouais. C'est but. Hein. Ouais. Il en galvaude quand même pas beaucoup. Et puis en début de saison, on avait demandé à Martin Steinegger, parce que l'équipe de Bienne était prête avant ce qui se passe malheureusement en Ukraine et en Russie. Donc Bienne n'est pas allé chercher des joueurs de KHL. Et on avait posé la question à Martin Steinegger en lui disant: est-ce que vous n'avez pas signé vos étrangers trop vite? Est-ce que l'équipe n'a pas été trop vite faite en fait? Et puis il m'avait dit: tu verras, Olofsson, ça sera le meilleur étranger cette année à Bienne. Pour l'instant, il a raison. En tout cas, c'est le meilleur pointeur des étrangers à Bienne. Bon, il y a quand même pas des inquiétudes, mais des problématiques. On nous pose la question. Seteri, est-ce que tu as des infos, Jérôme? Et puis Riley Sheehan aussi, qui n'a pas encore fait ses preuves. Parce que ils l'ont engagé pour jouer centre du 4e bloc, parce qu'on ne touche pas aux 3 premières lignes pour l'instant à Bienne. Donc il a dû jouer là. Et Seteri, c'est vrai que ça commence à durer, parce que Ritz doit du coup aligner quand même beaucoup de matchs, puisque Van Pottelberg n'est pas encore prêt officiellement à un retour. Écoute, avec ce qu'on nous a dit vendredi avant le match contre Cloton, Van Pottelberg est sur glace à l'entraînement, mais pour l'instant, il ne peut pas encore jouer, mais ça sera incessamment sous peu. Seteri n'est pas encore sur glace, alors peut-être qu'il est revenu aujourd'hui, ça on n'en sait pas, mais là je donne les infos qu'on avait vendredi. Et puis pour Riley Sheehan, c'est une petite blessure à la jambe apparemment. Il n'y a rien de bien grave, mais Sheehan qui a été engagé évidemment pour le 4e bloc, mais aussi pour les engagements, parce que ça fait des années qu'à Bienne, les engagements, c'est pas fameux. Depuis le retour de Gaëtan Haas, ça va mieux, parce que c'est un vrai centre qui gagne ses engagements, mais c'est vrai que Bienne perd passablement d'engagements, et ils ont aussi pris Sheehan pour aller faire des engagements. Des fois, on le voit, il n'est pas sur le 4e bloc, Sheehan, il est juste au centre, il va faire l'engagement, et puis après, il sort. On a vu Gaëtan Haas aussi faire ça à Ambry samedi aussi, des engagements défensifs en fin de période ou en fin de match. Tout à coup, c'est Gaëtan Haas qui a fait l'engagement, mais il n'a pas offert et Olofsson à ses côtés. Bon, ce que j'ai l'impression par rapport aux dernières saisons de Bienne, c'est que Bienne a su très bien manager tous ces mauvais temps, et très bien aussi laisser aussi les temps forts quand tout allait bien, que l'équipe volait sur son petit nuage, que la H2O émerveillait les 4 coins du pays, mais qu'on n'a pas de gros creux. Donc on a moins d'inquiétude pour eux que lors des 2 dernières saisons où ça a toujours été à la raclette, une fois oui, une fois non. Ouais, ça rejoint un peu Genève en fait.
Ces deux clubs, c'est ce qu'on a dit avant sur Genève, il y a des blessés, il y a des joueurs qui sont pas là pendant un moment, d'autres, et puis finalement, ça empiète pas sur la marche en avant de l'équipe. On va peut-être le redire, mais à Bienne, vous avez un joueur qui est blessé, on change pas les trios suivants. On met le 13e attaquant dans le premier bloc. Là, par exemple, samedi, c'est Rayala qui n'était pas là. On a pris Kessler du 4e bloc, puis on l'a mis à la place de Rayala. Dans d'autres clubs, on aurait peut-être pris l'ailier du 2e bloc en première ligne, l'ailier du 3e en 2e, le 13e qui vient en 4e, puis ça vous change vos 4 blocs offensifs. Là, pas. Donc, peut-être que c'est bien hein, du côté de Tormanen. Je sais pas, mais en tout cas, on est jugé sur les résultats, c'est ce qu'on dit toujours. La manière, elle compte pas trop, c'est plutôt les résultats. Bien est deuxième, et deuxième c'est bien parce que le premier en play-off. Non mais si t'es deuxième, le premier tu peux que le jouer en finale, tu peux pas le prendre avant, et le troisième qui est Zurich pour l'instant, tu peux pas le prendre non plus avant la finale. Donc deuxième c'est bien. On voit déjà loin là dans l'imagination. Ils s'en cachent pas bien, hein, ils ont envie d'être champions, ils le disent. Alors est-ce qu'ils peuvent y arriver quand t'es deuxième du classement? Oui. Est-ce que Bienne est actuellement le favori pour le titre? Non, je pense qu'il y a des équipes qui sont plus favoris que Bienne. Mais à Bienne, on s'en cache pas, on a envie d'aller chercher le titre. Et puis depuis quelques saisons... tu te qualifies top 6, tout est possible. Oui, et puis après, c'est la forme des playoffs qui va décider. Mais l'équipe n'a pas beaucoup bougé depuis 3 ans. Et c'est ce qui fait aussi la force de cette équipe qui sera, encore une nouvelle fois, certainement comme tu l'as dit, qui joue avec son 3e gardien depuis quelques semaines maintenant, en plus. Puis ils arrivent à garder cette 2e place. Donc... Mais on verra. Intéressant de voir aussi quand Van Pottelberg sera de retour, qu'est-ce que ça donne. Hein. C'est très longue absence. Et puis ça terrible quand on aura 3 gardiens. Et voilà, puis c'est terrible bien sûr dans les buts. Bienne ne joue pas mardi, donc il y a du temps pour régler un petit peu ce qu'a pas joué dans les matchs yo-yo du week-end. Tormanen a un petit peu de temps pour travailler ça. On reprend la glace vendredi. Hein. Ouais, 2 gros matchs. Vendredi à Fribourg. Les Fribourg-Bienne, c'est toujours des gros matchs. Fribourg qui est un peu la bête noire du HC Bienne depuis ces dernières saisons. Et puis gros match samedi également face à Zug à la Tissot Arena. Une équipe de Zug qui reviendra de Finlande où elle aura joué sa demi-finale de Ligue des Champions que vous pourrez suivre demain d'ailleurs dès 17h20. Que tu vas nous commenter. Que je vais commenter, oui, exactement. Demi-finale de Ligue des Champions. Donc 2 gros matchs pour Bienne en cette fin de semaine. Voilà de quoi amener aussi de belles réjouissances. Tu vas nous parler de Fribourg-Gotteron, Jérôme? Allons-y. Notre ordinateur a un petit peu de peine aujourd'hui. Il doit lancer les petits clips. Mais, vous voyez, il est encore peut-être un peu en vacances. Qu'est-ce qu'on fait? Tu nous fais la danse du dragon? Comme si c'était le clip? Non, tu fais pas. Mais parle-nous de Fribourg-Gotteron, Jérôme. Une semaine à 3 matchs, 5 points. Victoire aux prolongations à Cloton lundi. Grosse victoire contre Ambry 6-1. Et puis défaite 5-3 face à un LHC qui était... revigoré, mais surtout du côté de Fribourg, les 2 satisfactions du week-end, c'est Sørensen et Delarose qui se sont, j'ai pas envie de dire enfin affirmés, mais presque. Alors, se sont trouvés en tout cas. Se sont trouvés. Alors à voir maintenant retrouvés peut-être parce qu'ils jouaient en équipe nationale Exactement. Ensemble. Alors à voir si c'est un feu de paille ou bien si ça va continuer comme ça pour eux avec un triplé pour Delarose, beaucoup de points pour Sørensen, 3 matchs 9 points en ce début d'année. Pour lui, 3 matchs, 5 points pour Delarose. Il avait 14 matchs, 4 points. Sørensen s'était blessé avant le début de la saison en Champions Hockey League. Puis il a 3 matchs 9. Il avait eu vraiment beaucoup de peine à retrouver le rythme. Et est-ce que là, les supporters de Fribourg et les supporters des autres clubs aussi voient le vrai visage de Marcus Sørensen? Parce que 3 matchs, 9 points, ça peut être... comme ça sur une courte période, mais c'est pas donné à tout le monde non plus de faire 3 matchs 9 points. Non, mais il a peut-être trouvé sa place, il a peut-être trouvé la confiance, il est peut-être remis à 100%, ça on ne sait pas. Est-ce qu'il était peut-être à 90%, à 95%? Est-ce que le fait de jouer avec Delarose, c'est peut-être 2 joueurs qui arrivent super bien à se trouver sur la glace et qui se donnent confiance l'un l'autre, à voir sur les prochains matchs. Mais si Delarose et Sørensen continuent comme ça, Fribourg va remonter au classement. Là, ils sont 7e avec 2 à 3 matchs de moins que tout le monde et 54 points. Je crois qu'au nombre de points par match, ils sont dans les 6 et assez largement Fribourg. Donc ça peut que être bénéfique pour eux. Hein. Mais tu vois, Jérôme, depuis la blessure de Red Tober, on va remonter un petit peu en arrière, j'ai l'impression que l'équipe s'est beaucoup regroupée
selon le souhait de Christian Dubé, sur tout l'aspect défensif. C'est ça aussi qui a marqué le saut de cette équipe tous ces derniers matchs. On gagnait ou on perdait, mais d'un but quasiment systématiquement. Il y a eu quelques feux de paille par-ci par-là. La victoire, je crois que c'était contre Cloton, la victoire contre Ambry aussi ce week-end avec beaucoup de buts de différence. Mais on s'est beaucoup concentré pour aussi faciliter l'assertion de Conorius dans les buts. Maintenant, Conorius, on a vu qu'il a trouvé sa routine et son rendement. Hein, et ça, que celui qui pouvait m'affirmer avec certitude que Conorius serait un gardien dominant dans notre championnat se lève et vienne me donner quelques arguments, parce que je crois que c'est normal d'en avoir tous douté. Je vais rester assis. mais maintenant que la base défensive est assurée, on peut un peu plus se projeter vers l'offensive, et ces joueurs qui sont créatifs comme Marcus Sørensen peuvent une nouvelle fois se faire plaisir. Oh oui, il est en pleine réussite. Regardez la passe qu'il fait pour Delarose contre Lausanne à travers la boîte en powerplay. Elle passe entre 6 patins. Il l'a tenté en début de saison. Elle était déviée 3 fois. Elle n'arrivait jamais sur la crosse de Jacob Delarose. Là, bien sûr qu'il est en réussite, mais il faut profiter aussi quand ça arrive. S'il a été engagé pour ça, et les supporters de Fribourg le disent, il a réussi en l'espace de quelques matchs enfin à nous faire oublier Chris Di Domenico. Il a été engagé pour ça, le garçon. Donc, oui, c'est ça. Ouais. Il va devoir continuer, montrer sa valeur. Mais Marcus Sørensen, en ce moment, tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Hein. Il fait un super début d'année, 2023. On l'a dit, 3 matchs, 9 points. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, il faut voir si ça va continuer. Fribourg qui joue déjà demain contre Ajoie. Une semaine à 3 matchs pour Fribourg cette semaine. Demain contre Ajoie. Vendredi contre Bienne, on l'a dit. Et puis samedi, un long déplacement à Rapperswil. Il y aura peut-être un match dans le match entre Sørensen et Červenka. Ça peut être pas mal. Ça peut être sympa. Non, mais c'est comme tu l'as dit. Je pense que Dubé a dû dire, ok, on a Conorius dans les buts. C'est le gardien numéro 2. Mais comme Bienne l'a un peu fait avec Simon Ritz. Si t'encaisses pas de but, tu peux pas perdre. Ça, c'est une certitude. Donc, on fixe les bases arrière, on prend confiance, on regarde comment ça se passe, et puis si on voit que ça se passe bien, on peut aller gentiment un peu plus à l'attaque. On a vu que ça frustrait certains joueurs. Kylian Motet, à Desharnais, même s'il fait un énorme travail défensif, à Sørensen, justement, Rask n'arrivait pas à exploiter ça sur les occasions quand elles se présentaient. Et là, depuis quelques matchs, ça va mieux. Oui, la série de victoires s'est terminée contre Lausanne après en avoir gagné 5 de suite. Mais Fribourg montre qu'il a tout qui est complet, un jeu cohérent, un powerplay qui fonctionne sans aucun problème, de quoi amener quand même quelques garanties pour les prochaines sorties normalement de cette équipe de Christian Dubé. Et puis comme tu l'as très justement dit, quand tu joues un peu plus défensif, forcément tu as moins d'actions sur un match. Donc chaque fois que tu as une action, tu dois être dangereux. Donc c'est très compliqué pour les attaquants. Tu as parlé de Kylian Motet. Quand tu as 1 ou 2 occasions par match, puis que tu les rates, c'est assez compliqué. Tandis que quand tu joues un peu plus offensif, tu n'en as pas qu'1 ou 2 sur un match. Tu en as 4, 5, 6. Et puis du coup, tu te mets aussi moins de pression. Parce que quand tu sais que sur un match, tu n'auras que 1 ou 2 occasions, dans ta tête, tu dois dire « Oh purée, celle-là, il faut que je la mette au fond ». Tandis que si tu sais que tu vas jouer offensif et que tu en auras 5-6, tu te mets peut-être un peu moins de pression. Bon, il y a Richard Ruffieux, Jérôme, qui demande si on a des antennes, des connexions toujours sur Fribourg. Et il nous demande si ça va bien pour Sørensen, parce qu'il est parti apparemment de l'entraînement plus tôt ce matin. On est là en direct, on ne pouvait pas être à l'entraînement de Fribourg-Gotteron sur place, mais peut-être qu'il a pu ressentir une gêne, ou alors tout simplement... c'est bon, gros, t'as fait 3 matchs, 9 points. T'as pas besoin de terminer l'entraînement, et puis préserve-toi simplement pour le match de contre Ajoie. C'est pas toi qui ramasses les pucks aujourd'hui à la fin de l'entraînement. Non, mais tu peux aller. Non, mais alors. En tout cas, on n'a rien ressenti en direct dans les matchs par rapport à quelque chose qui aurait pu se passer pour lui. Après, non, puis honnêtement, on va le dire, on n'était pas à l'entraînement ce matin puisqu'on est pour overtime maintenant, donc on n'a pas vu ce qui s'est passé, donc on va pas s'épancher sur la chose. Enfin, je veux dire, quand un joueur sort de l'entraînement, ça peut être pour plusieurs raisons. Soit il a peut-être reçu un coup ou un puck et puis il ressent une douleur, soit il a un petit bobo qui s'est réveillé depuis la semaine d'avant, soit il est peut-être un peu malade, soit il n'a pas bien dormi puis il écourte l'entraînement. Peut-être que c'était prévu qu'il fasse aussi un entraînement plus court parce qu'il a peut-être quelque chose à faire après l'entraînement
aussi, hein, on sait que les joueurs, parfois, ils ont des obligations de sponsors et compagnie. Il est peut-être parti à la salle de muscu, il est peut-être parti se faire masser. Bref, il y a plein de possibilités. Donc, Ce que tu nous dis, c'est que ouais, Pascal Eberhardt, qui commente le match demain soir, nous donnera les informations vers 18h30 quand il recevra la composition de l'équipe, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être... Il y a différentes raisons pourquoi un joueur quitte l'entraînement un peu plus tôt. Donc, comme on n'était pas à l'entraînement, Pour terminer, on est désolé, on peut pas répondre. Sur Fribourg, Gaëtan Grossrieder nous dit comment doit manœuvrer Christian Dubé pour la prochaine saison. Qui garder parmi ses joueurs étrangers? Il y a Gunderson qui a prolongé pour la saison prochaine et puis la Sørensen sous contrat. Ouais, Vainio ne devrait pas être reconduit, de ce qu'on a un petit peu pu entendre. Mais est-ce que toi, tu en gardes parce que tu sais ce que vaut le joueur, ou est-ce que tu décides quand même de énormément changer ta légion étrangère parce que Desharnais va arrêter aussi? Est-ce que Rask, Delarose, tous ces joueurs-là doivent être reconduits ou pas? C'est la question que je te pose. Écoute, on sait que Christian Dubé, il aime la continuité. L'équipe de Fribourg, elle n'a pas beaucoup bougé depuis qu'il est là. Jusqu'à ce que quelques postes comme ça. Donc, moi, je pense qu'il va continuer comme ça si ces étrangers lui donnent satisfaction jusqu'à la fin de la saison régulière. Après, il ne faut pas qu'il attende non plus trop longtemps pour prolonger ses étrangers. Delarose est en fin de contrat, si je ne fais... Kokkanen aussi. Si Delarose, là, il commence à marquer des buts et puis à faire des passes, à mon avis, il y a d'autres équipes qui vont peut-être trouver le numéro de téléphone. Kokkanen est venu à Fribourg pour essayer de relancer sa carrière au niveau nord-américain. Ouais, c'est ça, ouais. Pour l'instant... Bof. On va être honnête, voilà, bof. Donc, autant te dire, je reste à Fribourg dans une équipe qui est toujours compétitive, qui va jouer le haut du classement pour essayer de faire mieux, maintenant que je suis intégré et tout, mais est-ce qu'il vit bien dans le vestiaire? C'est toutes des questions qu'on n'a pas les réponses. Ouais, puis la grande question, c'est que maintenant, avec Delarose, avec Kokkanen, tu sais ce que tu as. Tu engages un nouvel étranger qui a peut-être des meilleures statistiques, mais est-ce que ton étranger, il va adhérer à ton système? Est-ce que ton étranger, il va se sentir bien dans le vestiaire? Est-ce que ton étranger, il va se sentir bien d'habiter en Suisse ou à Fribourg alors qu'il vient d'un autre pays ou d'une autre ville? Est-ce qu'il va livrer la marchandise? Avec quelle motivation il va venir? C'est toujours un peu ambigu. Mais là, avec Delarose, s'il commence à performer comme maintenant sur les prochains matchs, il faudra commencer à peut-être parler de... Il y a une pause en février. Ah oui, il y a une pause, il y aura une pause en février. Mais c'est vrai que Vainio, Gaëtan rajoute qu'on aurait peut-être pu le garder pour le rapport qualité-prix. Défenseur très défensif, ultra solide et tout, mais peut-être que il y a moyen d'aller chercher quelqu'un d'autre avec un travail plus offensif quand même, en étant tout autant défensif pour laisser à Gunderson, malgré les années qui passent, toujours le loisir de soigner ses statistiques offensives. Bah de toute façon, il y a toujours meilleur ailleurs. Ça, c'est une certitude. C'est vrai que Vainio, au niveau du travail défensif, je l'ai trouvé très très bon sur les matchs que j'ai commentés de Fribourg. Il a rarement été pris de vitesse. Par exemple, je trouve qu'il a une anticipation du jeu qui est assez dingue. Il voit très bien le jeu, il arrive à couper les passes, à couper les tirs. Mais c'est ce qu'on voulait avec le passage à 6 étrangers, des joueurs de rôle précis. Après, je sais que les supporters de Fribourg, pour eux, un étranger il doit faire beaucoup de points, et c'est pas le cas de Vainio, parce qu'il a un jeu beaucoup plus défensif. C'est vraiment le défenseur défensif type. Vainio, j'ai envie de dire, c'est un hockeyeur qui joue sans le puck. Il sert à ça, il sert à dévier les passes, à dévier les tirs, à empêcher l'adversaire d'entrer dans la zone avec de la vitesse, et puis à empêcher le puck d'arriver vers le gardien ou devant le slot. Ou de le nettoyer quand il y a un rebond. C'est son rôle. C'est son rôle. C'est pas lui qui va vous prendre le puck, dribbler 5 adversaires ou vous faire une grosse passe ou un gros tir de la bleue. C'est pas son rôle en fait. Mais moi je pense que ça va quand même bouger du côté des étrangers parce que il n'y a quand même pas d'énormes motifs de satisfaction à ce rôle-là. Puis on sait aussi qu'on peut engager quelques gros noms maintenant par rapport à tout ce qui se passe aussi dans le conflit de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La KHL va quand même pas reprendre un bon nombre de joueurs par rapport à ce qu'il se passe. Et puis que ça bouge toujours. Si on a déjà la base de 4-5 étrangers sous contrat rapidement ou annoncés après la saison,
d'aller encore chercher le dernier quand ça bouge dans les équipes nord-américaines un peu plus tard avant la reprise de la saison. Donc pour moi là, fin août, c'est quand même le point où ça va bouger. Fribourg a bétonné tous ses joueurs suisses aussi. Donc à ce niveau-là, l'équipe est ultra compétitive. On sait qu'en défense, il pourrait y avoir encore peut-être avec Chavaya des interrogations au niveau de l'offensive avec Bikoff aussi, mais les premiers échos, c'est qu'il n'y a aucun stress à ce niveau-là. Donc pour l'instant, pour moi, pas de grande inquiétude de préparer la prochaine saison parce que Dubé l'a toujours très bien fait assez sereinement. Ouais, et puis il aime la continuité, donc il ne devrait pas y avoir énormément de changements au sein de Fribourg. On regarde si le jingle Lausanne Hockey Club veut bien partir. C'est incroyable. Notre ordinateur s'est mis en mode pause, Jérôme. J'ai pas droit au Roi Lion là, non plus pour Lausanne. Pour le Lion, non. Tu nous fais pas la danse du Lion. J'ai pas ça en stock. Mais rappelle-moi que pour Ajoie, c'est moi qui te pose la question, d'accord? Ça marche, je ferai ça. J'essayerai de presser sur le bouton pour Ajoie. Allez, Lausanne, une victoire, une défaite ce week-end. On a enfin mis fin à la série négative sur laquelle les Lions planchaient depuis 4 matchs. On a regagné un match contre Fribourg en plus où il y a eu des émotions, il y a eu des beaux buts, il y a eu de belles choses vues. On l'avait déjà entreaperçu dans la réaction le jour avant contre Genève avec une défaite 4-2 dans le derby à la patinoire des Vernets. Mais c'est ce genre de défaite aussi qui fait du bien au moral parce qu'on a des réponses par rapport à ce que l'on a essayé de mettre en place sur 60 minutes. Parce que le match d'avant, c'était la claque reçue à Zouk 6-0. Il y avait eu la défaite encore contre Ajoie à la maison. Donc Lausanne, en plus de se morfondre en fin de classement, a passé des fêtes et un début d'année compliqué, à se poser beaucoup de questions. Ça se ressentait énormément sur les joueurs qu'on a à l'interview et avec qui on parle après le match, que cette victoire doit faire du bien et doit être maintenant confirmé dans les prochaines semaines. Mais en fait, ce qui doit faire du bien à Lausanne, c'est de faire 2 matchs pleins. C'est ce qu'ils ont fait ce week-end. Au-delà du résultat, il y a une défaite et une victoire. Mais finalement, cette défaite et cette victoire, il faut les mettre de côté. Il faut regarder le contenu du match. Ils ont joué 60 minutes à Genève. Ils ont perdu, on a le droit de perdre. Sur 52 matchs, on a le droit de perdre. Et c'est ce qui dérangeait beaucoup les supporters à Lausanne. C'était pas forcément le fait qu'ils soient 13e ou le fait qu'ils aient que 40 points en 35 matchs. Aussi. Mais c'est surtout le contenu des matchs. L'attitude. C'est l'attitude des joueurs. Parce qu'on a le droit de perdre. Tout sportif a le droit de perdre un match. Et même, parfois, on a le droit de passer à côté d'un match ou deux. Vous faites un match hyper physique le vendredi. Le samedi, vous avez un long déplacement. Vous êtes fatigué. Vous prenez 6-0 à l'extérieur. Ça peut arriver. Mais là, Lausanne, ils enchaînaient le mauvais contenu dans les matchs. Et avec les joueurs qu'il y a sur la feuille de match, c'est pas normal. Là, ils ont perdu à Genève, mais les 60 minutes sont bonnes. Il y a du contenu. C'est pas parfait, mais il y a du contenu. C'est bien. Et la victoire contre Fribourg, c'est aussi 60 minutes pleines. Donc maintenant, il faut vraiment que Lausanne s'appuie là-dessus et continue comme ça. Parce qu'ils sont pas loin. Alors ok, ils sont avant-dernier du classement, c'est pas la place où devrait être Lausanne, on est d'accord. Mais ils sont qu'à 3 points de Langnau. Et honnêtement, il leur reste 17 matchs à Lausanne. Je pense que c'est pas impossible pour Lausanne de reprendre 3 points à Langnau sur 17 matchs quand même. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Non. Mais rappelle-toi ce qui s'est passé 12 mois en arrière. Lausanne a commencé à jouer depuis mi-janvier, simplement début janvier peut-être. Et ils étaient venus échouer pour des miettes par rapport à Bienne dans la 6-7e place. Alors là, peut-être que cette année, avec le contexte de ce classement et d'un top 6 qui paraît quand même plus difficile à aller croquer. Ouais, le top 6, c'est compliqué. Il y a 15 points de retard. Quand tu vois qu'il y a des candidats comme Fribourg, Zouk qui sont encore dans les places 7 à 10, c'est compliqué. Mais mettons les priorités et les choses les plus importantes en avant. C'est d'éviter peut-être les places 13 et 14. Je dis 13 et 14, mais plutôt 13, on va dire. D'éviter les places 11-12 pour pas terminer sa saison au terme du début du mois de mars. Et puis d'aller en pré-playoff. C'est l'objectif que Lausanne doit se fixer maintenant en construisant quelque chose de positif sur chaque match. Tu n'as pas besoin de tous les gagner, tu le dis très bien, mais il faut des défaites avec la manière. Il faut que Lausanne se concentre sur le contenu. Maintenant, il faut que Lausanne y montre de la motivation. Alors sûrement que les joueurs en avaient, mais ça ne se voyait pas. On a fait du sport, les deux, on n'est jamais entré sur un terrain ou sur une patinoire en ayant envie de perdre. Non, mais... Mais après, tu as une attitude. Tu peux tout d'un coup, par exemple,
tu as commenté le match à Zoug, on a très bien vu que dès que Zoug a mené 1 ou 2-0, tout à coup, la motivation, bouf, ça fait comme le soufflé au fromage. Ça, parce qu'ils sont bons pendant 24 minutes, voilà. Donc, ils font de bonnes choses, ils ne sont pas récompensés. Et le moindre petit grain de sable vient enrayer la machine. Et c'est vrai que c'est la tête qui joue beaucoup. Mais ça, tu le sais aussi en tant que grand joueur de tennis que tu as été, Jérôme. Quand en match, ça ne se passe pas bien, tu peux aussi tomber très bas dans les émotions. Bien sûr, ouais. Et ces émotions, c'est ça que tu dois gérer maintenant. Le public, et c'est Marc Hegui qui nous demande, par rapport aux banderoles, utiles ou pas, je vais donner mon sentiment à l'issue de ce qui s'est passé au communiqué de la section Ouest, tombé avant le match contre Fribourg samedi. Ouais. C'est un communiqué qui, à ce moment de la saison, pour moi, est tout à fait justifié. Les supporters ne doivent pas être pris pour des cons. Osons le mot non plus. On vient au match, on soutient le club et on sait que derrière Lausanne, il y a un gros public qui a toujours été présent. Il a été peut-être un peu moins présent en nombre sur la saison ou depuis que tout ce qui se passe en coulisses depuis 3 ans. Mais on n'a jamais lâché le club. On donne de l'argent, on chante, on met l'ambiance, on encourage toujours son équipe. C'est un public exigeant, je suis d'accord. Mais c'est un public qui doit aussi avoir quelque chose en retour. Et comme ce que l'on vient de parler, ces dernières semaines, il n'y avait pas grand-chose. Donc, les banderoles, utiles ou pas, jugez-le. Il n'y avait rien de trop agressif. Notre patience a des limites. Il n'y avait pas d'insultes. Voilà, il n'y avait pas d'insultes. Le communiqué était aussi à demander, peut-être un petit peu de manière aussi provocante, pour piquer un petit peu, sauver le club, assurez-le de rester en National League. C'est peut-être un petit peu fort. Je vois quand même pas Lausanne tomber si bas, mais sur les 35 matchs joués, pour l'instant, ils sont avant-derniers. Mais moi, j'aime bien quand le public vient et amène quelque chose pour peut-être faire bouger les choses différemment. Et en restant, bien sûr, dans les normes de la politique qui veut qu'on ne doive pas tomber dans les insultes et la provocation non plus. Ouais, ils sont venus de manière positive aussi. Ils n'ont pas fracassé toute la patinoire ou cassé le vestiaire ou endommagé le bus ou quelque chose comme ça. Ils ont fait un communiqué avec leurs revendications, c'était leur ressenti du moment. Ils ont mis des banderoles pour encourager les joueurs. Alors, ils ont battu Fribourg. Est-ce qu'il y a une corrélation avec le communiqué ? On n'en sait rien. Par rapport à ce qui se passe aussi en coulisses, puisqu'on l'a appris ce matin de manière officielle, le Lausanne Hockey Club et Petr Svoboda vont prendre des trajectoires différentes. Les parts d'action de Svoboda ont été rachetées par un seul et même actionnaire, maintenant Grégory Finger. Et on sait que il n'y a pas beaucoup de monde qui parle, mais il y a beaucoup de choses qui se disent en coulisses aussi quand même. Ça va peut-être amener un petit peu plus de légèreté à un club qui semblait vraiment tiraillé par un certain contrôle, une certaine mainmise et des transferts qui n'ont pas toujours été compris parce qu'on avait de l'argent, on l'a dépensé pas toujours à bon escient. Des longs contrats surtout. Et des longs contrats. Alors il va peut-être falloir du temps pour remettre une équipe dans le bon sens de la marche et de pouvoir mettre sa main pour le directeur sportif et une nouvelle personne qui vont travailler là-dessus. Mais peut-être que l'annonce faite aujourd'hui par communiqué, annoncée hier par un média roman, était su par les joueurs depuis le week-end, ce qui explique aussi que ces 2 matchs, on les a vus jouer plus libérés et d'une autre façon. Je sais pas, j'extrapole un petit peu. Mais moi, ce qui m'a toujours un peu interloqué cette année avec le Lausanne Hockey Club, c'est le nombre de matchs qu'ils ont fait où le contenu n'est pas bon. Comme je l'ai dit avant, tu peux sur 1 ou 2 matchs ne pas être là, suivant le contexte. Il y a des joueurs, ils peuvent faire des mauvais matchs. Par exemple, tu as passé une mauvaise nuit, tu joues le lendemain, tu n'es pas en forme, tu rates ta passe, l'adversaire intercepte, il va marquer, ça arrive, tout le monde fait des boulettes. Mais là, j'ai l'impression que sur les 35 matchs de Lausanne, c'est récurrent que l'équipe passe à côté et les joueurs ratent des choses simples. Donc, c'est pas possible, il doit se passer quelque chose à l'interne, tu peux pas rater tous tes matchs. On a vu par exemple, j'ai pas envie de les pointer du doigt forcément eux, mais c'est juste pour donner un exemple, parce qu'il n'y a pas que, mais un Michael Hugli l'année passée... C'est toujours le même exemple qui revient, mais il est frappant. Il vole avec le HC Bienne. Je veux dire, en powerplay, il met des cabas pas possibles, il est en pleine confiance et tout. Et puis cette année, je vais peut-être trop exagérer, mais t'as l'impression qu'il sait même plus patiner. C'est pas possible de changer de niveau autant vite, surtout quand t'es ni malade, ni blessé, ni rien.
C'est pas possible. Tu vois, j'aime pas Il trop doit se qu'on passer un truc. s'appuie sur certains joueurs Non, parce que, mais pour revenir à ce que tu dis très juste, c'est souvent le nombre de matchs perdus suite à des prestations mauvaises de l'équipe. de l'équipe, c'est ça Et justement. tu c'est peux avoir l'équipe. des joueurs qui passent à côté, mais d'autres Ouais, doivent ou un soir. profiter de Ou un l'aubaine soir, pour- ou un soir, t'as ta première ligne qui fonctionne pas, bah y a ta deuxième qui marque. Puis le lendemain, c'est ta deuxième qui a marqué la veille, qui est complètement à côté, puis qui se trouve pas. Mais comme par enchantement, c'est ta première qui va marquer, ou ta troisième. Là, à Lausanne, il y a toute l'équipe qui est chaque fois à côté. Alors franchement, on espère maintenant que cette victoire contre Fribourg, et même cette défaite contre Genève avec le contenu qui a été bon, et Bon, ben il y que a- ça lance Lausanne, qui aura 2 matchs cette semaine d'ailleurs. Hein. Olivier Arduini qui nous dit c'est aussi le premier match avec l'équipe au complet depuis 2 mois. Bah, c'est vrai que les blessures n'ont pas aidé. Hein. Donc ça a aussi aidé. Et il y a eu le retour de Jiri Sekac qui avait pris une très mauvaise pénalité Oui. contre Ajoie, qui a été purgé sa suspension, qui est revenu, qui a aussi grandement aidé parce que je crois que c'est lui le leader sur lequel Ah bah, il est top Lausanne score. va devoir Bah, s'appuyer. il était top scorer l'année passée, Jiri Sekac. On sait que sur une action, bah, lui par exemple, sur une action, il peut te changer un match. Comme un Olofsson, comme un Cervenka, comme un Di Domenico. Tout à coup, il peut prendre ses responsabilités et puis aller mettre un but ou aller mettre une charge ou aller donner de l'émotion au match. Maintenant, pour Lausanne, avec tous les étrangers qu'ils ont, il faudra aussi que le coach trouve la bonne formule parce que je suis pas convaincu que de sortir chaque fois un autre étranger de l'alignement et de changer chaque fois ses lignes, ça soit très bénéfique pour l'équipe. Par exemple, contre Fribourg, c'était Odette qui était surnuméraire, si je me trompe pas. Bah, le prochain match, peut-être qu'il devrait continuer qu'Odette surnuméraire. Alors, je sais pas après les bobos qu'il y a dans l'équipe et tout, mais maintenant, Lausanne doit construire sur ce week-end. Ils ont un gardien étranger qui a été mis sous contrat, qui pourrait peut-être faire ses débuts cette semaine, qui est arrivé en milieu de semaine dernière, donc qui on a laissé le temps de... Ouais, je crois qu'il a fait son premier entraînement vendredi, si je me trompe pas. Je crois qu'il est arrivé mercredi, m'a dit Cristobal Huet, et puis qu'on lui laisserait le temps de s'acclimater à son nouveau vestiaire, à son nouveau lieu, son nouveau domicile et tout. Donc pas de précipitation non plus parce que Punenov va bien. Ouais, mais si tu mets le gardien étranger, tu dois encore sortir Voilà. un étranger Voilà où je voulais en venir. de tes joueurs de champ. Donc ça remodifie encore un peu tes lignes. Gernat, tu le touches pas derrière, je pense, honnêtement. Bon, il y a de la qualité défensive, mais c'est vrai que Mais je pense Gernat, que c'est ton seul défenseur C'est ton seul étranger. défenseur, tu le touches pas. Donc ça voudrait dire que si tu mets ton gardien étranger, tu dois remodeler encore tes lignes offensives, à voir. Mais là aussi, il y aura du management à faire. Hein. Dernier point sur Lausanne, Jérôme, c'est le commentateur qui a passé du temps à Lausanne-Fribourg, Laurent Antonioli, qui nous le fait remarquer très justement. Un autre point à améliorer pour Lausanne, et à mon avis au plus vite, c'est les pénalités. On prend beaucoup trop de pénalités, encore contre Fribourg. On mène à 0 et il y a 2 fois 2 minutes dans le premier tiers. On continue d'accumuler les pénalités en cours de la suite du match. Tout ça, ça vous coûte de l'énergie et sur une saison plein de points qui s'évaporent quand vous passez du temps en infériorité numérique. Par exemple, à Genève, vendredi, le 1-0 de Genève, c'est une pénalité un peu bête de Kennins. Je crois qu'il va dire son fait à l'arbitre ou quelque chose comme ça. Engagement, Genève qui pose son power play et qui marque. Ouais, il faut un petit peu se discipliner. Mais quand tu fais des fautes au hockey sur glace, c'est aussi parce que c'est l'adversaire qui a le puck. Donc si Lausanne améliore son contenu de match, ils auront peut-être plus le puck, donc ils vont peut-être faire moins de pénalités. Il y a peut-être tout qui est lié. Et puis aussi, quand tu n'es peut-être pas bien dans ta peau ou pas bien dans ton hockey, tu fais peut-être des sautes de concentration, puis un petit geste d'humeur, ou tu es un petit peu en retard, puis tu accroches, ou tu veux prendre le puck, puis tu prends le patin parce que tu n'es pas en confiance, puis ça fait un fer trébucher. C'est toutes des petites choses mis bout à bout, et puis ça peut faire beaucoup. Le club doit aller vers le mieux. Ça paraît logique, mais après la logique n'est pas un maître mot dans le monde du sport et du hockey sur glace, mais il faut bâtir sur ces 2 matchs du week-end pour continuer dans la bonne direction et montrer le potentiel qu'a vraiment cette équipe pour la fin de saison, et montrer aussi qu'on peut construire quelque chose pour essayer de refaire ce qu'on a fait il y a 12 mois, et puis se souvenir peut-être la saison prochaine qu'il faudra commencer la saison depuis la première journée, mais bon, ça on est encore un petit peu plus loin. On essaye de parler d'Ajoie. Le programme de Lausanne, peut-être, avant ? Vas-y seulement, hein, c'est peut-être important. Mais ouais, 2 matchs très importants pour Lausanne. Ah, ouais. Ils reçoivent Cloton et ils vont à Ambry.
Entre Ambry et Lausanne, là, il y a 2 points d'écart. Donc, Lausanne pourrait repasser devant Ambry. On met au conditionnel, hein. Mais c'est vraiment un fameux match à 6 points. Ouais, on dit. même Cloton, Donc, je veux dire, Cloton a encore surpris Zouguière et à domicile se montre toujours solide, mais tu reçois Cloton à la maison. Ouais, et tu vas à Ambry, donc 2 matchs très importants pour Lausanne cette semaine, qui pourraient quitter l'avant-dernière place du coup. On parle d'Ajoie maintenant ? On y va. Ah, le jingle du HCA pour que nous parle du club jurassien, Jérôme. Ouais, un HCA qui va bien, hein, très très bien même. 4 victoires en 6 matchs pour Julien Vauclair à la tête du HCA. C'est pas mal du tout pour les Jurassiens qui sont en... Comment on va dire ça ? En construction de la fin de saison. C'est pas mal dit ça. Hein, ouais, c'est bien. Non, mais Ajoie, ils sont derniers du classement. Ils ont 9 points de retard sur Lausanne. Ils en ont 10 sur Lugano. Sauf miracle, Ajoie devrait terminer dernier du classement, même si il reste encore 16 matchs et tout peut se passer. Mais on peut partir du principe qu'Ajoie va terminer dernier. Donc maintenant, Ajoie doit préparer ce play-out et le fait de se sauver de National League. Donc maintenant, Julien Vauclair, il doit redonner de la confiance à son équipe, ce qu'il est en train de faire avec 4 victoires en 6 matchs. Il doit trouver ses lignes et il doit préparer des soldats pour aller se sauver. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Non, on termine l'émission alors. Non, mais... non, mais c'est assez bien résumé, il doit faire ça, quoi. On l'a vu, là. Voilà. Il entre en mission, là. Il change d'entraîneur. Il se nomme lui-même, comme il l'avait fait l'année passée pour une période plus courte. C'était son choix. Péchan, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas cliqué. Péchan a aussi eu sa ligne de conduite, sa vision de la chose dans un vestiaire d'un club encore fortement teinté, avec des habitudes encore de Swiss League et dépendant énormément des étrangers. Il y a certaines décisions qui ont amené forcément que le vestiaire vienne un petit peu à se décrocher de la parole du coach principal. Vauclair revient. On salue bien sûr depuis 6 matchs le fait qu'il se soit nommé parce que c'est courageux. Il n'a pas quand même un travail facile depuis qu'il est à la tête du HC Ajoie comme directeur sportif. Reste que quand il revient, sa mission est toujours assez claire, c'est de construire une équipe ultra défensive qui se donne les moyens à chaque match d'être au contact dans les dernières minutes pour gagner ou gratter des points par-ci, par-là. C'est le cas ces 2 matchs du week-end. Regarde, Jérôme, tu gagnes et tu bats Zurich 3-2. C'est super. Hein, tout le monde était content dans le canton du Jura. Mais tu as été archi-dominé, mais tu as tenu parce que derrière, tu as retrouvé des mots comme cohérence, sacrifice. Birbaum, bon, c'est pas lui qui explique le retour des 2 victoires. Non, mais il a fait son retour au jeu et Ajoie gagne. Donc voilà, un très bon Tchatcho. 96 tirs très sur bon. Lui, 92 arrêts. Incroyable, Tchatcho. C'est pas souvent qu'il a doublé le gardien titulaire à la suite. On joue souvent l'alternance quand les 2 sont en forme. Ouais, ou alors il doublait Wolf. Oui, doublait Wolf. Mais Tchatcho, voilà, mais Tchatcho, 2 matchs de suite, il a su répondre de très belle manière et il prend une grande part dans les 2 succès du week-end du HCA. Et devant, on sait qu'on a du talent parce qu'il y a quand même des joueurs qui savent faire de très belles choses et pas que des étrangers. Parce que sur tous les derniers buts du HCA Ajoie, tu regardes, il y a très peu de joueurs étrangers buteurs. C'est assez important pour le souligner parce que Kohler a marqué, Frossard, Reto Schmutz en a mis 3, Hubert, Wiyamo, Pouilly ont marqué depuis que Julien Vauclair a repris. Alors, c'est encore une période trop courte pour vraiment extrapoler et voir plus loin, mais c'est ce travail-là sur la confiance de l'équipe, mais sur la confiance de tes joueurs suisses qui étaient bien trop effacés jusque-là, que Julien Vauclair doit travailler parce qu'il aura besoin de tout le groupe pour aller dans la mission maintien National League. On le voyait en jeu de puissance sous Péchan sur 2 minutes de power play. Les 5 étrangers, ils passaient quoi, David? Tu as aussi commenté à Joie, 1 minute 40, 1 minute 45 sur glace. La deuxième unité, elle allait quasiment pas. Ou en fin de période, tout à coup. Donc c'est pas comme ça que tu donnes confiance à tes joueurs suisses. Il y a le retour de Charoni aussi, qui va faire un bien incroyable, même si c'est plus le Charoni d'avant, mais c'est quelqu'un qui a
comme Birbaum, il a l'expérience de la National League, il connaît le jeu, il sait anticiper. Il est chiant à jouer, il joue dur s'il il joue le dur, faut. il sait provoquer, il sait peut-être aller chercher une pénalité pour que Ajoie arrive à 5 contre 4. Il connaît les petits trucs, il sait quel coup peut-être donner à l'adversaire à un moment pour leur sortir un peu du match. On a besoin de ça à Ajoie maintenant. Là, Ajoie est parti en mission pour se sauver. Ça ne sera pas évident, il faut être honnête. Il y a d'abord, on rappelle peut-être le mode de championnat, il y a ce match de play-out entre le 13e et le 14e de National League au meilleur des 7 matchs, donc il faut en gagner 4. L'équipe qui en gagne 4, elle est sauvée, et l'équipe qui perd, elle va jouer contre le vainqueur de Swiss League, avec 4 étrangers, et non 6, donc il faudra enlever, si on prend le cas d'Ajoie, il faudra enlever 2 étrangers de l'équipe d'Ajoie, donc ça va donner 2 places de plus à des Suisses, face à une équipe de Swiss League qui viendra de faire le titre, qui aura le puck qui tourne pour elle, qui sera en pleine confiance. Ça va pas être super évident non plus. Donc là, Ajoie part en mission. Là, Ajoie, ils sont en mission. Je suis d'accord avec toi, mais maintenant, avec l'euphorie du moment, tu sais que quand on est supporter, on aime bien rêver. Ah ben oui, on aime bien rêver. Et il y a Louis Froidevaux qui nous dit, avec la forme du moment, est-ce qu'on peut espérer cette 12e place synonyme d'éviter de trembler en fin de saison et de se retrouver en vacances facilement. Mon sentiment, tu l'as un peu donné avant dans ton élément de réponse, c'est que Ajoie peut le faire, bien sûr, parce que si ça commence à gagner et que devant, que ce soit Lausanne, Ambry, Lugano ou Langnau, s'arrête de jouer et de performer, tu peux les dépasser. En dépasser 2, ça paraît compliqué. Combler un gap de 9 points de retard déjà sur Lausanne ou de 10-11 points sur les équipes devant, ça paraît compliqué. Mais c'est pas grave. Même si tu finis dans les 2 derniers du championnat, l'équipe est bien plus prête maintenant, au moment X où je parle, qu'elle ne l'était il y a 3 semaines quand elle perdait tous ses matchs et que ça n'allait pas. Donc on doit gagner régulièrement. On doit soigner les détails, on doit être prêt à se sacrifier et avoir un powerplay, un boxplay qui fonctionne. Et c'est vrai qu'il y a encore du travail, du pas sur la planche, c'est une certitude. Tu vois, pour que Ajoie dépasse, si on prend le classement actuel, il faudrait qu'il dépasse Lausanne et Ajoie. Ça veut dire qu'Ajoie, en 16 matchs, il faudrait qu'ils aient 4 victoires de plus que Lausanne. Donc, exemple, si Lausanne en gagne 7, il faudrait qu'Ajoie en gagne 11. Ça paraît compliqué. Et 4 de plus aussi sur Lugano. Mais ce qu'il faudra aussi surtout faire pour Ajoie, c'est que quand ils vont rencontrer ces équipes-là, que ce soit Langnau, que ce soit Ambry, que ce soit Lausanne, il faut qu'Ajoie soit là pour leur dire, si on se retrouve en play-out, c'est sûr. Regarde ce que je vaux. Tu n'auras pas la vie facile. On va te mettre des coups, on va attaquer, on va bien défendre, on sera là. Il faut que quand l'équipe reparte de son match contre Ajoie, elle dise ah ouais, si on les affronte. Reste qu'ils ont battu Lausanne lors du dernier match à la Vaudoise Arena avant Noël. Langnau, ça c'est plutôt bien ils ont passé. battu Ambry aussi à la maison. Donc dans ces confrontations directes, pour l'instant, le bilan est bon, mais il y en aura encore à venir. Et notamment cette semaine, je vois que tu nous as écrit qu'il y a un match contre Langnau. Il y a bien sûr le match de demain contre Fribourg à Fribourg, mais Langnau a joué vendredi et a joué Berne samedi. C'est le programme du HCA qui compte sur 2 victoires de suite. Est-ce qu'on peut aller chercher la passe de 3 peut-être demain soir à Fribourg? Écoute, ils sont allés gagner à Zurich. Donc quand tu pars du principe que tu es allé gagner à Zurich, je pense que tu peux gagner à Fribourg. Après, le match de la semaine pour Ajoie, je pense que c'est le match à Langnau. C'est vraiment là qu'il faut être prêt, c'est là qu'il faut tout donner à Lille-Fils. Et puis samedi, c'est un match à la maison, il faut faire plaisir aux supporters. En plus, c'est contre le CP Berne. On sait que les Ajoie Berne, c'est toujours un peu tendu. Mais non, pas politique et sport. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y aura des émotions. C'est obligé entre supporters Ajoie Berne. Les supporters d'Ajoie, ils ont coché ce match, ils vont mettre de l'émotion, ils vont peut-être faire un tifo, je sais rien, mais il y aura de l'ambiance à la patinoire à Port-Entruy samedi. Donc vraiment, c'est... Mais tu vois, j'ai envie de dire, David, ces 3 matchs, Ajoie peut les gagner, mais ils peuvent aussi les perdre. Et c'est ça, en fait, ce qui est Ajoie un peu cette saison, c'est qu'ils peuvent un peu gagner ou perdre, et surtout avec Julien Vauclair. Mais je crois qu'il y avait besoin de cette période où il y a des victoires et de la satisfaction. Le public n'a jamais lâché. Écoutez, le 8-1 en reprise de pause après Noël, Nouvel An, défaite à la maison contre Zoug, pas un sifflet, rien. Non, puis ils ont fêté le but en plus, les supporters.
Je crois qu'il y avait 0-6, ils marquent le 1-6. Ils ont Et la fêté comme patinoire si ça était faisait... pleine comme un œuf. Ils C'était auraient voulu un incroyable. meilleur spectacle à leur offrir. Ils se sont repris derrière. Mais pour l'instant, l'attitude des supporters mérite vraiment que le HCA se déchire sur la glace pour tout ça. Tu veux encore rajouter quelque chose? Non, je crois que tu as tout dit. On va se quitter sur ces belles paroles. Merci à toi, Jérôme, d'avoir été Merci, en ma David. compagnie pour ce nouvel épisode d'Overtime. Il y aura bien sûr 2 matchs de National League demain. Le match de Champions Soccer League que tu commandes, c'est la demi-finale aller aussi en direct sur MySports demain soir, horaire un peu particulier. 17h20, prise d'antenne, match à 17h30. Et il n'y aura pas de prolongation ni de penalty. Si ça se termine sur match nul, c'est match nul, vu que c'est le match aller. Exactement. Sinon, un retour des soirées classiques qui est complète vendredi et samedi, ainsi que le Game of the Week du dimanche. Voilà pour le programme sur MySports pour cette semaine. Vous retrouverez aussi l'épisode en rediffusion sur YouTube et sur les chaînes de podcast habituelles d'ici quelques minutes durant cet après-midi. Passez une très bonne semaine et à tout bientôt. Bye bye.